Et comme chaque soir, on s'intéresse aux coulisses du biz avec nos communicants. Ce soir, autour de cette table, Olivier Provost, directeur associé de l'agence Rumeur Publique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Bonsoir également. Et merci également d'être avec nous. Le sujet de ce mercredi, c'est l'opération déminage du gouvernement français. Il est à la manœuvre pour rassurer les salariés d'Ascoval, mais aussi les électeurs, puisque nous sommes à seulement 4 jours des élections européennes. Frédéric Fougera, en termes de timing pour le gouvernement, la faillite de British Steel, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal et c'est peut-être pas la cata non plus, parce que à 4 jours d'un scrutin, quelque part, d'une part les jeux sont un peu faits, et puis introduire un nouveau sujet dans le débat. 4 jours, c'est vraiment très court. Puis en réalité, il n'y a pas eu de débat dans cette élection. On n'a parlé que de la forme, on n'a jamais parlé du fond. Alors je suis pas certain qu'en 4 jours, tout d'un coup, il y ait un sujet de fond qui arrive. Reste que le gouvernement doit faire son boulot. Une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle comme celle-ci, bon, plus mauvaise pour le UK que pour la France. C'est 5000 personnes au UK, c'est 271 personnes en France. C'est pas la cata en termes de nombre de personnes. Ça reste une information économiquement assez catastrophique, en tout cas extrêmement négative. Mais je pense que ça peut se jouer. Une mauvaise nouvelle, c'est toujours très bon pour les populistes et très mauvais pour un pouvoir en place. Mais voilà, le gouvernement a l'intention de rassurer. Ils vont recevoir demain, il me semble, à Bercy, Bruno Le Maire va recevoir une délégation de syndicats. Ils vont essayer de faire durer, de jouer un peu la montre. C'est pas tant la cata que ça. Sur le papier, ça, on pourrait le penser. Dans la réalité, à mon avis, c'est gérable. Olivier Provost, même point de vue. On peut dire en tout cas que c'est sûr que ça tombe mal. Cette affaire est totalement paradoxale parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, une des raisons pour lesquelles British Steel avait décidé de faire cet investissement dans Ascoval, c'était justement à cause du Brexit, en se disant je vais me doter d'une base en zone non livre sterling et plutôt en zone Union européenne. Quelque part aujourd'hui ça se retourne contre nous. C'est aussi les limites du volontarisme politique en économie. C'est-à-dire qu'en gros Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, ils se partagent les rôles. Emmanuel Macron est plutôt le pragmatique. Et puis Bruno Le Maire, il aime bien les coups de menton, le côté un peu droite gaulliste, où à un moment il dit je demande aux industriels de faire ceci, de faire cela. Sur l'affaire Ascoval, c'était mal parti. Finalement, il nous avait dégoté à la surprise générale British Steel, qui était plutôt une belle signature. On s'était dit bravo, chapeau l'artiste. Puis là aujourd'hui, on voit les limites du volontarisme politique en économie. C'est que quelque part, on peut être rattrapé par l'économie. À cet égard-là, s'il cherche à rassurer Bruno Le Maire, il s'y prend pas forcément bien parce que annoncer le même jour à General Electric, merci de ne pas fermer d'usine en France, il voudrait agiter le chiffon rouge de la désindustrialisation qu'il n'y se prendrait pas autrement. Pour les Britanniques, l'opération va être compliquée, vous le disiez Frédéric, 4500 emplois potentiellement sont menacés en Grande-Bretagne, ça va être difficile d'expliquer aux salariés et à l'opinion publique britannique que les Français pourraient bien garder leur emploi alors que les Britanniques, eux, vont peut-être passer à la caisse. Ça va être, compliqué. On est vraiment dans un cas de communication de crise. Et comme je le disais tout à l'heure, les mauvaises nouvelles vont plutôt pour les populistes, sont plutôt favorables aux populistes. Et bien là, ça va être mis sur le dos du Brexit et ça va renforcer les Brexiteurs par rapport aux autres formations politiques. C'est ce qui est à craindre. Olivier, vous pensez que les pro-Brexit vont s'emparer du sujet pour tirer à boulet rouge sur l'Europe, déjà qu'ils sont donnés ultra favoris en Grande-Bretagne ? Oui, évidemment, ils auraient entre guillemets tort de se priver, ils vont en profiter. D'un autre côté, il y a quand même une petite musique qui est en train de monter en Grande-Bretagne sur, on n'a encore rien vu sur les conséquences économiques du Brexit. Il y a quand même un certain nombre d'industriels, et je pense notamment à l'automobile, je pense aux constructeurs japonais qui ont déjà lancé des grosses mises en garde. Il est possible que la Grande-Bretagne se prépare des jours difficiles et que quelque part cette annonce de British Steel ne soit que la pointe émergée d'un iceberg un peu noir pour nos amis britanniques. Je vais revenir sur les propos, justement, vous en parliez de Bruno Le Maire qui adressait un message à General Electric. Est-ce que le gouvernement français a peur que ce débat sur la politique industrielle européenne s'invite au dernier moment dans cette campagne où on n'en a pas du tout parlé? Alors, il peut en avoir peur, et puis il peut aussi, comme à chaque fois en communication, s'en servir comme effet de levier. Parce qu'in fine, se dire, aujourd'hui, ce qui manque véritablement en Europe, c'est une vraie stratégie de politique industrielle. Et on le voit aujourd'hui, ça n'est pas un moment en laissant des actifs comme Alstom se faire acheter par General Electric ou Ascoval sauvé par British Steel qu'on constitue une vraie stratégie industrielle. C'est plutôt comme l'annonce qui a été faite assez récemment entre Français et Allemands d'essayer de constituer l'Airbus des batteries qu'on commence à bâtir un début de stratégie industrielle.
le fait que ça s'invite dans la campagne, c'est pas forcément une mauvaise chose pour le gouvernement, mais globalement pour tous les camps démocrates, ce sera un moment, une manière de dire, quand on s'entend, on peut bâtir des choses, mais c'est pas les populistes qui vont bâtir une véritable stratégie industrielle en Europe. Frédéric, vous êtes directeur de la communication, ça c'est le talent des communicants de savoir rebondir sur les mauvaises nouvelles? C'est le talent, en tout cas c'est le job. Reste que c'est effectivement un exercice très difficile et puis 4 jours pour rebondir, c'est pas évident. On va passer au deuxième sujet puisqu'en pleine guerre commerciale sino-américaine, 3 compagnies aériennes chinoises réclament une indemnisation à Boeing pour l'immobilisation et les retards de livraison à venir des Boeing 737 MAX. Là encore, le timing est intéressant. Les compagnies chinoises, on s'en souvient, avaient été les premières à clouer leurs avions au sol après le crash d'Ethiopian Airlines au mois de mars. En revanche, elles ont attendu le mois de mai et surtout la guerre commerciale avec les États-Unis pour présenter une demande d'indemnisation auprès de Boeing. Côté timing, c'est pas un hasard, Olivier. Non, de toute façon, avec les Chinois, rien n'est jamais un hasard. Ils ont un sens de la stratégie qui ne date pas d'hier. Il y a quelques ouvrages et quelques jeux comme le jeu de Go qui en témoignent. Non, évidemment, c'est pas un hasard. Après, la situation est plus complexe qu'elle n'y paraît. On peut se dire qu'in fine, c'est eux qui ont le pouvoir et qu'ils vont forcer un peu les Américains. Les compagnies aériennes chinoises ont aussi besoin de ces avions. C'est sans doute à plus long terme que ça pose un vrai problème à Boeing, parce que derrière va se poser la question des commandes futures. Mais à court terme aujourd'hui, ça n'est pas juste les Airbus qui vont pouvoir faire le job. Le trafic aérien en Chine est en pleine progression au rythme de cette économie chinoise et notamment de l'économie intérieure. Or, ce sont des avions courts et moyens courriers qui assurent des vols intérieurs. Donc, quelque part, les compagnies aériennes chinoises, elles ont besoin de cet appareil. Après, pour les commandes futures, je serais Boeing, je m'inquiéterais davantage par rapport aux produits d'Airbus. La facture pour Boeing, on sait qu'elle sera très lourde à court terme. Les experts ont déjà fait les comptes. On nous parle de plusieurs milliards de dollars qui vont devoir être versés aux compagnies aériennes. En termes d'image, ça risque d'être particulièrement compliqué. Frédéric, qu'est-ce qui se passera pour Boeing si d'un seul coup, les passagers refusent de monter dans cet avion lorsqu'il sera remis en service ? Alors c'est déjà le cas en réalité, même si aujourd'hui les avions sont bloqués, et c'est exactement ce que disait Olivier, c'est qu'est-ce qu'il va se passer demain pour Boeing, autant en termes économiques qu'en termes d'image. Et je vous rappelle juste de quoi parlions-nous il y a 48 heures sur ce plateau. Nous parlions de Google qui semblait ne pas avoir fait beaucoup de résistance à un décret du président américain et qui immédiatement se réjouissait de l'interdiction de Huawei de pouvoir être exploité sur le territoire américain et puis et être privé de Google Play, donc finalement quelque part son contenu le plus important. Eh bien acte 2, et on n'imaginait pas lundi que l'acte 2 ce serait mercredi, mais l'acte 2 c'est un acte politique avant d'être un peu diplomatique et très économique, c'est un acte politique, et cet acte politique, c'est aussi une guerre d'image entre les deux pays, entre les deux superpuissances, États-Unis et Chine, et ça, Boeing va peut-être en payer les frais, en termes d'image. Boeing a fait le dos rond après le crash d'Ethiopian Airlines, ils n'ont pas repris le tempo de la communication. Vous pensez qu'ils ont fait une erreur ? Alors, comme je dis toujours, c'est facile de commenter après coup, et puis quand on n'est pas dans l'action, mais effectivement, ils ont semblé ils ont tardé à réagir. Je connais pas leur stratégie. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'était un choix vraiment politique de prendre ce retard? Mais aujourd'hui, ça reste plutôt négatif pour eux de ne pas avoir réagi assez rapidement. Olivier, vous pensez que c'était une erreur d'avoir fait le dos rond ? C'était sûrement une erreur. On l'a vu dans d'autres cas, un moment de société qui se disent je vais essayer de passer entre les gouttes. C'est rarement une bonne solution. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour Boeing, si on analyse les choses de notre point de vue de communicant, le mal sur le Boeing 737 MAX 8, il est fait. Donc aujourd'hui, cet avion, il a un signe noir dessus. Le vrai enjeu en termes de communication et de réputation pour Boeing, c'est d'éviter que la contagion se porte à l'ensemble de la marque Boeing. Et c'est ça leur vrai débat aujourd'hui. Comment Boeing va faire en sorte de préserver son image. Donc je je considérerais que le sujet du Boeing 737 MAX 8, malheureusement, il est mort. Et donc je vois mal comment ils vont redorer le blason de cet appareil. Maintenant, c'est le blason de Boeing qui ne doit pas être touché. Ils doivent vite faire la preuve qu'ils n'ont pas de process industriel engageant et en tout cas à risque, que technologiquement ils tiennent encore le coup et donc que quelque part les autres produits de Boeing ne seront pas touchés par la contagion. Pourtant, les informations qui ont été dévoilées les unes après les autres ont bien montré qu'il y avait un problème dans le processus de certification des avions, avec peut-être, je dis bien, la complicité des autorités américaines. Raison de
plus pour que la remise en service soit vraiment certifiée, et pas seulement certifiée par le pays d'origine, mais peut-être certifiée par d'autres pays, pour redonner une confiance et surtout une crédibilité à cette certification sur laquelle il y a des doutes. Il y a peut-être pas raison d'avoir doute, mais en termes d'image, il y a des doutes, et il faudrait vraiment un consensus de plusieurs organismes certificateurs pour s'assurer que la compagnie est sans risque, en tout cas l'avion est sans risque, et en cascade de la compagnie. Merci beaucoup Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia. Merci d'avoir été avec nous ce soir, et Olivier Provost, directeur associé de l'agence Rumeur Publique. Merci messieurs.